Bonjour à tous, bonjour à tous. C'est un véritable plaisir pour nous de pouvoir vous retrouver une fois encore sur un autre épisode de votre émission Le Bon Citoyen. Nous aurons l'opportunité de pouvoir nous pencher sur des thématiques qui, d'une manière ou d'une autre, pourront toucher davantage à notre culture du vivre ensemble. Dans ce studio, nous aurons l'opportunité de recevoir l'ancien président de la Cour suprême du Bénin, M. Ousmane Batoko. Il pourra sans aucun doute partager avec nous sur ce plateau ce qu'on entend par le respect des institutions de la République. Bienvenue à tous. Est-ce qu'il faut trahir la République et faire allégeance à celui qui vous a nommé à un poste de responsabilité? Voilà une question assez préoccupante qui nous embête bien souvent. Et Kevin Aquin, juriste de formation, est dans ce studio pour partager avec nous sa chronique du citoyen. Cette chronique qui porte sur le titre « Devoir d'ingratitude ». Kevin Aquin, bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour cette chronique du citoyen. Pourquoi cette thématique? Je crois que cette chronique tombe à pic parce que dans ce plateau aussi, il y a le président Ousmane Batoko. Et je crois que ce sont des personnes qui ont certainement eu besoin à un moment donné de pouvoir. Parce que vous savez, plusieurs de nos institutions de la République sont nommées ou à leur tête sont nommées des personnes par le président de la République. Et quand on finit de vous nommer, vous êtes maintenant face à la République, bien que vous ayez été nommé. Donc c'est face à cela qu'on s'est dit qu'il fallait parler de ce sujet. Allez-y alors pour votre chronique. Mars 1986, le 4. Lors de son investiture à la tête du Conseil constitutionnel français, Robert Badinter s'adresse à François Mitterrand avec une solennité teintée de fermeté. Je cite. « Monsieur François Mitterrand, mon ami, merci de me nommer président du Conseil constitutionnel. Mais sachez que dès cet instant, envers vous, j'ai un devoir d'ingratitude. » Fin de citation. Ces mots empreints de conviction, d'action et de détermination illustrent parfaitement ce que l'on pourrait appeler le devoir d'ingratitude. Dans le tumulte de la vie politique, il est des moments où les principes et les valeurs éthiques sont mis à rudes épreuves. Dans ces instants, on voit se révéler de véritables patriotes, ceux qui, épris du sens du devoir, préfèrent déplaire à un mentor politique plutôt que trahir la République. Imaginez un homme, un patriote, qui gravit les échelons de la politique sous l'aile protectrice d'un mentor influent et mythique. Ce mentor, figure respectée et admirée, a été pour lui un guide, un soutien, un modèle. Mais voilà qu'un jour, et comme le dit le conteur, les choses n'arrivant qu'un jour, ce mentor dévie de la voie de l'intégrité et de la justice. Se laissant séduire par les sirènes du pouvoir, il oublie les idéaux qui l'ont porté là, trahissant ainsi les valeurs fondamentales de la République. C'est alors que notre patriote se retrouve face à un choix cornélien. Doit-il rester fidèle à son mentor, celui qui l'a aidé à se faire une place au soleil, ou doit-il au contraire se dresser contre lui au risque de perdre tout, mais tout en un tour de main? Le devoir d'ingratitude, c'est ce moment où le patriote choisit de déplaire à un mentor pour défendre les valeurs de la République. Déplaire à un homme-dieu, et ce, sous nos cieux, est un acte de courage, un acte de sacrifice, un acte de loyauté, un acte de gratitude envers les principes plus grands que les liens personnels. Ce devoir d'ingratitude n'est pas une trahison, non, détrompez-vous. Ce n'est pas non plus aller contre notre
accoutumé Isobédor. Non. C'est plutôt répondre à l'appel de la nation. C'est le refus de se compromettre et de se laisser corrompre par les jeux du pouvoir. Dans cette époque où la politique est souvent perçue comme un théâtre de marionnettes, où les alliances se font et se défont au gré des intérêts personnels, où la séparation des pouvoirs est aussi souple que la gymnase somnambule, le devoir d'ingratitude est une bouffée d'air frais exceptionnelle. Le devoir d'ingratitude, un acte de résistance, un acte de rébellion, un acte de rébellion contre la corruption et la déviance des valeurs. C'est un appel à la vigilance, à la responsabilité, à la citoyenneté. C'est un rappel que la République ne se construit pas seulement avec les lois et les décrets, mais aussi avec des actes de courage et de dévouement. Ne soyez donc pas gênés, soyez ingrats pour la République. C'est elle qui vous le demande. Au-dessus et au-delà de tout, c'est elle qui vous le recommande. Kevin Akin, je suis. Merci. Merci Kevin Akin pour votre audace et le contenu de cette chronique. Et j'espère qu'on pourra se retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro. Comme d'habitude, merci bien. Alors, le respect des forces de défense nationale et de sécurité publique reste un pilier de la cohésion nationale. Quelle est la part de responsabilité des citoyens vis-à-vis de cette entité? Voici la réponse. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la rubrique Leçons de civisme. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fondamental, le respect des forces de défense nationale et de sécurité publique. Nos forces de défense et de sécurité sont les gardiennes de notre paix et de notre sécurité. Elles œuvrent chaque jour, souvent au péril de leur vie, pour protéger nos vies, nos biens et nos valeurs. Leur engagement mérite notre reconnaissance et notre respect. Il est primordial de comprendre que ces hommes et ces femmes en uniforme sont là pour nous servir, pour garantir notre sécurité, pour maintenir l'ordre et pour protéger nos droits. Ils interviennent lors de situations critiques, qu'il s'agisse de catastrophes naturelles, d'émeutes ou de menaces à notre sécurité. Leur rôle est essentiel pour assurer la stabilité de notre société. Cependant, il arrive parfois que des tensions se produisent entre la population et nos forces de sécurité. Dans ces moments, il est crucial de garder son calme et de réagir de manière constructive. N'oublions jamais que l'agression, qu'elle soit verbale ou physique, ne fait qu'exacerber les conflits. Au lieu de cela, nous devons dialoguer, signaler nos préoccupations pacifiquement et respecter le travail de ces professionnels. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer. En tant que citoyens, cultivons le respect mutuel. Valorisons le travail acharné de nos forces de défense et de sécurité. Respectons leur autorité, même lorsque nous ne sommes pas d'accord. En retour, nous ferons la pièce maîtresse d'un pacte de confiance et d'engagement envers notre nation. Chers citoyens, rappelez-vous que le respect des forces de défense nationale et de sécurité publique est la clé d'une société harmonieuse. Soyons unis, soutenons-les et faisons de notre part pour vivre en sécurité. Merci de votre attention et restez de bons citoyens. Merci donc pour cette leçon de civisme. Nous allons à présent ouvrir le débat citoyen et la question fondamentale, c'est de savoir quel est le rôle des institutions dans un régime démocratique.
Je suis très honoré de pouvoir retrouver avec nous dans ce studio l'ancien président de la Cour suprême du Bénin, M. Ousmane Batoko. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. C'est un honneur de vous retrouver sur ce plateau de cette émission Le Bon Citoyen. C'est également un honneur et un plaisir pour moi. Vous avez accepté partager avec nos concitoyens votre point de vue sur cette question assez fondamentale qui concerne le respect des institutions. Vous étiez sur le territoire français il y a juste 48 heures. Vous êtes descendu pour répondre présent à cette invitation. Une fois encore, merci. À votre suite, j'ai sur ce plateau Landry Angelo Adelacon. Bonjour. Bonjour, cher Hugues. Vous êtes juriste et audacieux défenseur des droits de l'homme en Afrique. C'est un plaisir renouvelé de pouvoir vous retrouver sur ce plateau. Vous êtes également là pour partager avec nous votre point de vue sur les fondements de notre structure institutionnelle. On va démarrer tout de suite avec le président Ousmane Batoko. Président, est-ce que vous pouvez déjà, de façon brève, nous parler de votre parcours avant qu'on ne commence par la question fondamentale qui a recours au respect des institutions dans notre pays? Je vous remercie. Mais parler de mon parcours, je ne sais pas si je suis la personne habilitée à le faire. Je dirais tout simplement que j'ai été et que je suis encore un élu de Dieu pour le parcours que j'ai connu. Je qualifierais ce parcours d'exceptionnel au regard des différentes étapes que j'ai connues depuis ma tendre enfance et jusqu'à ce que je suis aujourd'hui. C'est un parcours de grâce, pour tout résumer. Alors, Président, comment est-ce que vous arrivez à définir les institutions de la République et quelle est, de façon fondamentale, leur importance dans un régime démocratique comme le nôtre au Bénin? Je crois que pour faire terre à terre, sans aller dans une définition ou du Dalloz ou du dictionnaire, encore moins du Google, je vais donner un exemple simple. À l'occasion des indépendances du Dahomey, nous avions, grosso modo, 3 à 4 institutions, si on peut les appeler ainsi. Il y a le président de la République, qui en lui-même est une institution. Il y a la présidence de la République, qui elle aussi est une institution. On avait également ce que je peux appeler la justice à l'époque, qui était un ensemble de cours et tribunaux, jusqu'à arriver à la Cour suprême, qui est là aussi une institution. L'armée, elle aussi, est une institution. Voilà ce que nous avions connu à l'époque des indépendances en 1960. Mais aujourd'hui, avec les exigences de l'ère et du cheminement démocratique, le pays a connu ce que je peux appeler une explosion d'institutions qui vont, depuis le président de la République, comme je l'ai expliqué tantôt, jusqu'à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, en passant par le Conseil économique et social, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la Cour des comptes. Aujourd'hui, la Sénat aussi fait partie des institutions qui ont été constitutionnalisées par la dernière révision de la Constitution. C'est donc au total des structures et des organes qui participent de la gestion démocratique
de l'État. Toutes ces institutions que j'ai citées ont un bout du pouvoir de l'État qu'elles exercent. Et c'est d'ailleurs les exigences de la démocratie qui font que ces institutions ont été ainsi réparties. Alors qu'avant, comme je l'ai expliqué, il y avait une sorte de concentration des pouvoirs dans les mains de quelques 3 ou 4 institutions. Alors, Président, quand on les prend de façon générale, quelle est leur importance dans un régime démocratique comme le nôtre? Leur importance participe de ce que le pouvoir n'est plus géré par une seule personne. Le pouvoir n'est plus géré par un individu, mais plutôt par un ensemble d'organes et de personnes. Et c'est moins les personnes que les organes. Voilà. Là où la personne intervient, c'est le président de la République, en tant qu'institution lui-même. Tous les autres, c'est les organes. Alors, Landry Angelot Delacon, je l'ai dit tout à l'heure, vous faites partie quand même des audacieux défenseurs des droits de l'homme en Afrique en tant que jeune. Quel est le regard que vous portez sur nos institutions aujourd'hui au Bénin? Oui, je voudrais déjà commencer par faire remarquer que je me sens un peu flatté avec les mots que vous alignez pour qualifier ma petite personne face au président. Ce n'est que le fruit du combat que vous menez au quotidien. Bon, je veux essayer d'accepter, mais vous comprenez. Et je voudrais déjà dire que c'est un honneur pour moi d'être sur le même plateau que notre très cher père, le président Batoko. Donc vous comprenez que je sois là pour répondre à vos questions, mais en même temps pour apprendre du président. Alors, par rapport à votre question, le regard que nous avons sur les institutions dans nos différents pays en Afrique, notamment l'Afrique francophone, c'est que nous avons des institutions, comme l'a rappelé le président, qui permettent d'aller dans l'élan de consolidation de la démocratie. Mais après, je suis un peu critique, mais après, lorsque vous observez très bien, c'est que les institutions ne sont pas aussi fortes telles qu'elles devaient être, ou encore qu'il y a des balbutiements. On peut dire que les États d'Afrique francophone, notamment, se cherchent encore un peu en ce qui concerne l'enracinement de la démocratie. Ce qui fait que nous avons ce que le chroniqueur a appelé tout à l'heure des présidents dieux. Donc des présidents qui sont les tout-puissants, qui soumettent presque toutes les institutions. Donc on a la vassalisation généralement des institutions. Nous avons des institutions qui répondent comme étant des caisses de résonance de l'exécutif. Et donc, à partir de cet instant, étant des organes censés être aussi indépendants, être aussi neutres, parce que le principe de neutralité et tout, et on constate tout simplement que la démocratie est un peu enrhumée. Enrhumée du fait, je dirais, du déni ou encore du refus de ces institutions-là d'avoir leur propre indépendance, quoique on ne va pas discuter sur l'indépendance organique, ça c'est dans les tests, mais du point de vue fonctionnel, il y a l'indépendance fonctionnelle qui n'est pas toujours là. Cela ne voudrait pas dire que tout est mauvais en Afrique, non, pas tout, mais nous estimons que ce que nous avons et que nous appelons institutions aujourd'hui, ce n'est pas exactement le cas. Et si vous descendez peut-être dans nos différents pays, vous allez voir que ce qu'on reproche généralement à un État, c'est la même chose, on reproche encore à un autre État. Donc nous avons une sorte de faiblesse à ce niveau-là. Et les réformes qui interviennent dans la plupart de nos États ne viennent pas généralement consolider, renforcer les histoires. On va revenir sans aucun doute au niveau des réformes. Président, est-ce que vous partagez la même analyse? Oui, je suis du même avis que lui, à savoir que tout n'est pas de créer des institutions. Encore faudrait-il qu'elles puissent fonctionner dans les conditions optimales. Mais qu'est-ce qui nous empêche de les faire fonctionner correctement? Il y a d'abord, si je puis me permettre, il y a d'abord la personne même du principal animateur de l'institution. Parce que lorsque vous vous retrouvez, comme on le dit dans un langage commun, parachuté du jour au lendemain à la tête d'une institution avec laquelle vous n'avez aucun lien ou aucune relation, sans parler de compétences, il y a problème. Ou bien lorsque c'est pour des arrangements partisans
avec partisans ou des accointances partisanes ou politiciennes, qu'on se retrouve à désigner une personne pour être à la tête d'une institution, etc. aussi, il y a un problème. Surtout quand la personne ne prend pas conscience de la dimension de la mission qui lui a été confiée. Et comme M. Adelakoun l'a dit tantôt, si c'est être chef d'une institution pour se retrouver, ah oui, monsieur le président, du matin au soir, et évidemment, vous ne jouez plus votre rôle d'animateur démocratique de l'institution. Parce qu'il faut le souligner, il y a des institutions ordinaires qui participent de la vie au quotidien de l'État, mais il y a des institutions appelées des institutions de contre-pouvoir. C'est celles-là qui me paraissent personnellement les plus importantes. Et lorsqu'on ne se trouve pas dans les conditions optimales pour jouer le contrepoids au pouvoir, il y a vraiment problème. Président, est-ce que vous pouvez essayer de nous rappeler ces institutions de contre-pouvoir et nous aider aujourd'hui à faire une analyse approfondie? L'Assemblée nationale est une institution de contre-pouvoir par rapport à l'exécutif. C'est ça. Parce que même si il se trouvait que l'Assemblée nationale et l'exécutif avaient les mêmes origines ou les mêmes destinations politiques, mais il n'en devait pas moins que l'Assemblée nationale doive jouer un rôle de contre-pouvoir vis-à-vis de l'exécutif. C'est pour cela qu'il est prévu dans la Constitution des moments où le gouvernement vient rendre compte devant l'Assemblée nationale. Oui, mais on a l'habitude de voir quand même des ministres qui sont interpellés de temps à autre pour se retrouver devant l'Assemblée nationale. Bon, comme il y en a qui ne viennent pas non plus. Vous comprenez? Comme il y en a qui ne viennent pas, il y en a qui se font représenter, il y en a même qui ne répondent même pas du tout à la convocation de l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Donc il y a l'Assemblée nationale qui est une institution de contre-pouvoir. La Cour constitutionnelle... Avant qu'on aille au niveau de la Cour constitutionnelle, est-ce que vous voulez dire qu'il y a une sorte de largesse aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale? Je ne sais pas si vous appelez ça une largesse ou plutôt une certaine forme... je dirais, de dilettantisme dans l'exercice des compétences et des missions de l'Assemblée nationale. On ne devrait jamais se retrouver en face d'une situation où des députés introduisent un document de questions-réponses au gouvernement et que ce dernier ne réagisse pas. Vous comprenez? Même si l'exécutif doit réagir pour venir devant l'Assemblée nationale, vous m'excuserez le terme, pour amuser la galerie. Il faut quand même le faire. Il faut quand même le faire. On peut l'inviter pour venir parler de sécurité, mais au lieu de parler de sécurité, il parle plutôt de culture. Bon. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Mais au moins, il a fait l'honneur à l'institution de s'être présenté. Quitte maintenant aux députés qui l'ont entendu d'apprécier entre le souci de sécurité qui les a amenés à l'interpeller et ce qu'ils ont entendu sur la culture. Président, avant qu'on aille du côté de la Cour constitutionnelle, qui effectivement est aussi une autre institution de contre-pouvoir, je voudrais demander quand même l'avis de M. Adelakoun sur ce mode de gouvernance où l'Assemblée nationale a de difficultés à retrouver la plupart des ministres qui sont invités, par exemple, à répondre aux questions. Je n'ai pas d'avis. Le président nous l'a enseigné tout à l'heure, les difficultés qui sont inhérentes à la collaboration entre l'Assemblée nationale et l'exécutif. On a tendance, quand on dit séparation des pouvoirs, effectivement, mais on dit après la séparation, il y a la collaboration fonctionnelle. Chacun dans son marigot, mais après, comme l'a dit le président, on vous soumet des questions, vous devez venir répondre. Ce que nous constatons globalement dans nos États, et je ne vais pas mentionner d'États dans nos États, c'est qu'en fonction de ce que l'Assemblée nationale est pro-exécutif, on peut avoir des réponses ou ne pas en avoir. En fonction de ce que la Cour constitutionnelle, la Cour suprême est
exécutif, on peut répondre aux, comment on appelle, aux mesures d'instruction de la Cour ou ne pas répondre. Mais qu'est-ce que vous mettez dans le pro? Pro, c'est-à-dire favorable. Nous n'allons pas inventer. On a vu dans un pays d'Afrique francophone un chef d'État, alors qu'il y a eu des décisions qui n'arrangeaient pas, parce qu'il voulait faire quand même des restrictions de liberté fondamentale par rapport à un certain nombre d'éléments, les droits de grève et autres. Donc le chef de l'État a dit à l'époque, choqué par la décision de sa juridiction constitutionnelle d'alors, a dit que pour le moment, la Cour constitutionnelle ne nous est pas favorable. Nous allons attendre dès que la Cour nous sera favorable pour réintroduire. Et dès lors, ils ont attendu, dans l'état dont je parle, ils ont attendu, lorsque la Cour est devenue favorable, ils ont réintroduit, et ça fait partie des premières décisions. C'est ce que je dis pro. Donc, en fonction de ce que c'est proche, vous pouvez avoir des réponses. En fonction de ce qu'il y a une sorte de résistance, vous pouvez avoir aussi des éléments de résistance, ou carrément encore, on peut vous priver de bouger. On l'a vu avec des juridictions dans des pays d'Afrique francophone surtout. C'est très important. Président, est-ce que c'est normal cet état de choses quand on sait que la Cour constitutionnelle fait partie quand même des institutions de contre-pouvoir, qu'un président de la République tienne ces propos qui viennent d'être partagés par M. Adelakou? M. Adelakou est un bon dialecticien. C'est pour ça qu'il n'a pas été amené à être davantage plus précis. Quand je parlais tantôt de la personne de ceux qui sont désignés pour animer les institutions, je parle en particulier de la conception que ces personnes se font de la démocratie. Votre collègue qui a présenté la chronique, M. Akin tout à l'heure, a parlé du devoir de désobéissance. Mais dans un système démocratique, et c'est ma conviction, et personnellement, je l'ai vécu, même si en amont, j'ai senti qu'il y avait des retenues. Même si en amont, j'ai senti qu'il y avait des gens qui se sont contenus pour ne pas m'approcher. Alors, quand on a affaire à des personnes animées d'un véritable esprit de démocratie, mais elles ne vont jamais aller vers une institution pour lui demander quelque chose dont elles savent que l'institution n'est pas capable de leur offrir. Vous êtes donc en train de faire référence au devoir éthique. Le devoir éthique, le devoir de l'exigence démocratique. C'est-à-dire que l'exigence démocratique me pousse à ne pas aller vers le responsable d'une institution pour lui demander quelque chose dont je sais qu'il ne peut pas me l'offrir. Vous comprenez? C'est-à-dire que moi-même, je dois être dans une posture et dans une conviction de principe démocratique qui m'amène, comme je le disais tantôt, à avoir de la retenue pour ne pas conduire celui qui anime l'institution à appliquer sa règle du devoir de désobéissance. Vous comprenez? Il vaut mieux ne pas y aller. Tout simplement parce que tu es convaincu qu'il ne faut pas y aller. Vous comprenez? Mais si c'est les circonstances qui vous obligent à ne pas y aller, vous n'êtes pas animé par un esprit démocratique. Alors, quand on s'intéresse à la Cour constitutionnelle, par exemple, en tant qu'institution de contre-pouvoir, quel est l'esprit qui doit pouvoir animer les magistrats qui siègent là, par exemple? C'est ce que M. Akin a dit. C'est le devoir de désobéissance. Mais le chef de l'État peut mal l'interpréter. Il peut y avoir de représailles. Il y en a eu. C'est ça qu'il a dit tantôt. Il y a des pays d'Afrique francophone où toute une institution, où une cour a été
interdit de moyens Oui. pour travailler. Et ce n'est pas de façon ponctuelle, c'est sur une longue période. C'est sur une longue période. Ni crédit de fonctionnement, ni indemnité du personnel, ni primes et autres, comment dit-on, indemnités de suggestion. En Afrique francophone. C'est pour ça que je vous ai dit que vous avez affaire à un électricien. Monsieur Adelakun, Il sait de quoi il parle. Monsieur Adelakun, le président a confirmé d'une manière ou d'une autre ces propos que vous venez de partager avec nous. En parlant du respect des institutions, à votre avis, quel doit quand même être le rôle du citoyen ordinaire? Le rôle du citoyen, il est clair. Il faudrait d'abord que le citoyen aussi s'approprie ce que c'est que la démocratie. Quelles sont les règles, quels sont les principes, les valeurs de la démocratie. Et au-delà de cela, parce que cela lui permet de savoir qu'il y a des institutions, il y a des règles dans la République et tout. Mais au-delà de cela, il faudrait, comme l'a dit suffisamment tout à l'heure le président, que les animateurs des institutions soient aussi des démocrates. Je pense que c'est un Allemand qui a dit, c'est Friedrich Ebert, si j'ai bonne mémoire, qu'il n'y a pas de démocratie sans démocrate. Donc pour parler de démocratie, il faudrait que vous et moi, nous serons d'abord des démocrates. Il y en a qui ne sont pas des démocrates, mais parce qu'ils veulent quelque chose, portent le manteau de démocrate, et dès lors qu'ils ont le pouvoir, vous constatez que ce sont des autocrates. C'est des choses qui arrivent? Vous l'avez vu, regardez un peu autour de nous, dans les pays d'Afrique francophone surtout. Vous allez voir des gens qui ont chanté la démocratie, qui veulent consolider la démocratie, qui sont parvenus au pouvoir, mais qui sont allés confesser et devant une puissance occidentale le recul démocratique. On a vu un chef d'État devant des hommes d'affaires, je vais dire à Paris, c'est un chef d'État de l'Afrique francophone, qui dit qu'effectivement, il reconnaît le recul démocratique, mais que le recul démocratique permet aujourd'hui à ce que son pays soit capable de fournir de l'électricité à la Chine. Si la Chine en voulait, c'est un exemple. Comment peut-on en arriver là, à votre avis? C'est que dès le départ, celui-là n'était pas un démocrate. Il n'y a pas à chercher, le diagnostic, il est clair. Parce que quand vous êtes démocrate dans l'âme. C'est pour cela que je dis, il faut d'abord que les citoyens que nous sommes, parce que c'est le simple citoyen, comme vous et moi, qui devenons par la suite, comme le président et comme bien d'autres. Donc il faudrait que dès la base, on puisse nous inculquer les valeurs de la démocratie. Où est-ce qu'on doit pouvoir les apprendre, ces valeurs-là? Lorsque vous allez prendre la Constitution béninoise, je pense que c'est l'article 40 qui renseigne d'abord sur l'obligation pour l'État d'enseigner dans toutes les langues. Et vous voyez encore quelle beauté notre Constitution a dans toutes les langues, les questions de droits de l'homme, de droits et devoirs du citoyen et tout. Tout cela, c'est dans la Constitution. C'est vrai, après, le Bénin ne l'a jamais fait. La Cour constitutionnelle a estimé qu'il s'agissait d'un droit programmatique, c'est-à-dire quoi? Un droit qui ne peut être mis en œuvre que relativement aux moyens, aux ressources de l'État. L'État estime qu'il n'a pas les ressources pour venir vous former, vous et moi. Donc, chacun se débrouille à sa manière et surtout avec l'appui des petits partenaires techniques et financiers. Donc, je voudrais dire, quand on a fini de régler ça du côté du citoyen, il faudrait que les animateurs puissent être également des démocrates. Parce que le citoyen, en réalité, ne peut respecter les institutions que quand il a confiance en ces institutions-là. Si les institutions s'écartent du chemin démocratique, des idéaux qui ont prévalu, par exemple, à l'adoption de notre constitution, et souffraient que, d'une façon ou d'une autre, on peut ne pas être d'accord, que le citoyen ne soit pas en mesure de se retrouver à travers ces institutions-là, considérant que ces institutions sont à la solde de M. Tatampignon ou encore de M. Je sais tout, et dès lors, il n'y a pas lieu pour le citoyen de respecter les institutions. Et plus loin, vous savez, il y a des mécanismes. Dans la Constitution, il a été dit même que lorsque les institutions de l'État se mettent à faire, je vais le dire, une griffe de la pagaille, et qu'il y a des coups de force, et qu'il y a une vassalisation, que le citoyen aussi a le droit de ne pas obéir. Ça, c'est le devoir de désobéissance, et le professeur doit nous l'enseigner. Je vous ai dit dans la Constitution. Dans la Constitution, vous voyez que c'est également dans la Constitution. Donc, tout est dans la Constitution. Il faudrait bien qu'on puisse nous éduquer pour qu'on comprenne. Et l'autre chose, je vais conclure par là, il faut enseigner à ceux qui nous gouvernent, ceux qui viennent au pouvoir, que c'est la démocratie qui vous a amené au pouvoir. Il ne vous appartient pas de vouloir changer la démocratie pendant que vous êtes au pouvoir, vous êtes arrivé par la démocratie, en le transformant en oligarchie, en le transformant ou encore en autre chose. Donc la démocratie vous a amené au pouvoir, vous n'êtes pas venu au pouvoir par les fusils, vous n'êtes pas venu au pouvoir par l'autocratie, vous êtes venu avec la démocratie. Si vous n'avez rien à faire,
la seule chose que vous devez faire, c'est de laisser la démocratie dans l'état où vous l'avez trouvée. C'est très simple. Président Ousmane Batoko, est-ce que dans un pays comme le Bénin, nous avons suffisamment de moyens pour former les citoyens ou tout au moins les acteurs qui doivent pouvoir occuper des postes de responsabilité élevés aux notions démocratiques? Nous en avons la capacité. Nous en avons aussi les moyens. Ce qui manque, c'est la volonté. C'est la volonté pour le faire. Parce que dans un pays bien organisé, et j'aurais tellement aimé que nous le soignions ici au Bénin. Dans un pays bien organisé, on prépare la relève. Et ce n'est pas la relève conçue uniquement du point de vue de l'esprit partisan. Non. Du point de vue de l'esprit républicain. Du point de vue de l'avenir du pays. On devrait pouvoir le faire. On devrait pouvoir s'organiser en conséquence. Aujourd'hui, autant que nous sommes ici, entre vous et moi, nous savons demain qui peut être président de la République parmi vous. Vous comprenez? C'est vous deux qui puissiez l'être. Aujourd'hui, dans ce studio, nous savons que c'est vous deux qui puissiez être président de la République. C'est vrai. Puisque moi, je n'y suis plus. C'est vrai. Bon. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ceux dont nous savons que demain, c'est eux qui auront l'avenir du pays dans leurs mains, on commence par les y préparer. On devrait pouvoir commencer par les y préparer. Et je dis, nous en avons les capacités, nous en avons également les moyens. Le seul problème, c'est la volonté qui manque. Et cette volonté, c'est une volonté politique? C'est une volonté politique. C'est nécessairement une volonté politique. C'est une question de vision par rapport à l'avenir du pays. Et malheureusement, nous n'en avons pas beaucoup, mais qui puissent en avoir cette vision. Dans les coulisses, tout à l'heure, en préparant cette émission, vous nous aviez confié que vous avez coulé des larmes pour notre pays. Qu'est-ce qui peut le justifier autant quand on s'intéresse aux institutions de la République qu'un ancien président de la Cour suprême, comme vous, puissiez sortir des mots aussi forts? Vous savez que je n'ai pas été que président de la Cour suprême. J'ai été député à l'Assemblée nationale de l'ère démocratique. J'ai été commissaire du peuple à l'Assemblée nationale révolutionnaire sous la Révolution. J'ai été membre du gouvernement sous la Révolution. J'ai été un des principaux animateurs de l'Organisation nationale de la jeunesse sous la Révolution, de l'OJRB, Organisation de la jeunesse révolutionnaire du Bénin. J'ai été chef de district, c'est-à-dire l'équivalent de maire aujourd'hui. Et c'était à Savalou. Et à l'époque, Savalou couvrait le Savalou actuel, une bonne partie de la commune actuelle de Glazoué et toute la commune de Bantin. J'ai exercé du pouvoir dans ce pays. Et comme je le disais, à maintes reprises, je n'ai pas eu besoin de demander l'autorisation de Mathieu Kérékou, paix à son âme, avant d'agir. Le principe à l'époque, c'était agir et après vous vous rendez compte. Dieu a fait que pour la période du renouveau démocratique, j'ai pu également assurer des fonctions gouvernementales. Et même sous Yahi Boni, j'ai été membre de la Commission nationale d'évaluation par les pairs. J'ai appartenu aussi à la commission de révision de la Constitution, la commission présidée par le professeur
Maurice Anzo Glélé. J'ai été aussi partie prenante dans le projet de découpage territorial du pays, avec les 12 départements et peut-être les 100 communes qu'on avait envisagées. Mais on ne peut pas avoir fait tout ça. Puis venir revêtir le manteau de premier juge du Bénin. Le premier juge, ce n'est pas le premier magistrat. C'est différent. Le premier magistrat, c'est le chef de l'État. Mais j'ai été le premier juge du Bénin. Pendant 10 ans. On ne peut pas avoir fait tout ça. Se retrouver par le fait des hasards à Paris et entendre dans les médias, dans les réseaux sociaux, que le président de la République subit des tentatives de remise en cause de l'ordre établi par les proches du chef de l'État. Les proches du chef de l'État. Ça veut dire quoi? Pour vous, donc, il y a un véritable problème. Nous devenons quoi? Oui, monsieur Sogo. Quand ça se passe comme ça, vous devenez quoi? D'abord, en tant que pays, vous êtes quoi? C'est pour ça que je dis que je plains Patrice Talon. Je plains Patrice Talon. Bien que sur un certain nombre de choses, je ne sois pas d'accord avec lui. Et il le sait. Notamment sur le cheminement démocratique du pays. Il le sait. Je n'ai jamais accepté que des gens comme Rekia Madougou, comme Joël Aïbo, soient en prison. Et quand je le dis, je sais de quoi je parle. J'étais encore en fonction à la Cour suprême. Quand ces deux personnalités ont été incarcérées, je sais ce que contient ce dossier. Vous comprenez? Et tous ceux qui sont également au dehors, je l'ai dit à Patrice Talon, en face à face, faire rentrer tous ceux qui sont rentrés, Monsieur le Président. Je connais et je me rappelle de la date où je le lui ai dit. Et je sais les personnes en face desquelles je lui ai fait cette suggestion. On ne peut pas avoir été ce que j'ai été et me retrouver dans une ambiance où j'entends que des proches, plus que proches, de Patrice Talon ont attenté à son pouvoir. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Ça là. Non seulement je ne comprends pas, je ne l'accepte pas. Ça voudrait dire qu'il y a un véritable problème au niveau de nos institutions. Je ne l'accepte pas, sincèrement. Président, ça voudrait dire que nos institutions ne se portent pas très bien. Il y a un gros problème. Il y a un gros problème. C'est vrai, j'ai dit que la Cour suprême a fait son audience sur la lettre de rentrée, jeudi dernier, je crois, non, le vendredi dernier. Bon, c'est vrai que le gouvernement fonctionne. Il y a le Conseil des ministres mercredi. C'est vrai que la Cour constitutionnelle, la haute autorité, le Conseil économique et social, la Cour des comptes, la haute Cour de justice. J'ai entendu une interview récemment du président de la Sénat. C'est vrai que tout ça, là, ça fonctionne. Mais dans quel état d'esprit se trouvent tous ces présidents d'institutions aujourd'hui avec ce qui est arrivé, M. Zogo? Dans quel état d'esprit ils se trouvent, chacun d'eux? Et je les connais tous. Puisque vous les connaissez, partagez avec nous sans aucun doute l'état d'esprit dans lequel ils se retrouveraient. Mais c'est la question que je me pose. Vous n'avez pas eu la chance de le leur poser, Président, puisque vous les connaissez. Mais je suis rentré il y a 48 heures. Je suis rentré il y a 48 heures. Vous auriez pu les appeler au téléphone, par exemple? C'est pas des choses qu'on discute au téléphone. C'est pas des choses qu'on discute au téléphone. Est-ce que vous arrivez à échanger avec la plupart de nos présidents d'institutions? J'ai appelé l'un d'entre eux qui se trouvait lui aussi à l'étranger pour lui dire, mais on en est où là? Ça veut dire quoi ce qui se passe là? C'est notre pays qui est devenu comme ça? C'est la question que nous devons nous poser, nous tous, Béninois. Du citoyen lambda au premier responsable. C'est le Bénin là, c'est notre Bénin là qui est devenu comme ça aujourd'hui.
Monsieur Adelakoum, moi je vous pose alors la question, c'est notre pays qui est devenu comme ça, et quelle est la réponse que vous me donnez? Bon, je ne sais pas si moi j'ai la réponse, je suis factuel, je constate que c'est ce que le pays est devenu, malheureusement. C'est le constat que nous faisons. Et c'est un peu triste parce que quand on en arrive là, et le président l'a dit tout à l'heure, que vous et moi, dont les gens de notre génération, sommes appelés à gouverner demain. Et si c'est l'exemple qu'on est en train de nous montrer, cela voudrait dire qu'il y a lieu de s'inquiéter pour l'avenir du pays. C'est le professeur Biorbigo qui a l'habitude de dire qu'il n'est pas d'accord par rapport au procès qu'on fait à la jeunesse parce que pour lui, le jeune, il voit, il copie et il ajoute du sien. Le sien qu'il ajoute peut être bon ou mauvais. Ce qu'il voit et qu'il copie également peut être bon ou mauvais. Et donc, si ce que nous voyons aujourd'hui de la part de nos aînés, ce sont des scénarios comme ça, souffrez que l'on ne soit pas étonné de voir parmi nous des gens qui veulent reproduire exactement ou même encore un peu plus que cela à l'avenir. Donc voilà un peu des choses qui peuvent inquiéter. Nous sommes malheureusement dans le cas et quand ça se passe ainsi, le président pose la question alors que le président a rappelé un peu son parcours tout à l'heure. J'estime que c'est la personne la mieux placée pour nous dire quel est l'état d'âme dans lequel il se retrouve en tant que président d'institution, en tant que membre du gouvernement et tout. Vous-même en tant que citoyen. Écoutez, M. Dogo. Oui, président, dites-nous. Patrice Talon est à 1 an et demi de la fin de son mandat. Il a 1 an et demi de la fin de son mandat. Et voilà dans quel environnement il se trouve. La première chose qu'on se pose comme question, c'est qu'est-ce qui nous arrive? Deuxièmement, est-ce que ce monsieur-là, le premier d'entre nous dont je parle là, a suffisamment de sérénité pour une meilleure préhension du lendemain qui vient de notre pays? Parce que c'est l'avenir de 13 millions de personnes qu'il a sur les épaules. Et c'est pourquoi de pareilles émissions l'aident quand même à comprendre les choses. Mais je ne sais pas si ça peut l'aider. Je ne sais pas si ça peut l'aider. Mais on se dit, mais bon Dieu de bon sang, qu'est-ce qui nous arrive? Nous sommes sur une émission à caractère pédagogique. Bon, mais qu'est-ce qui nous arrive? Et je me refuse de mettre Olivier Bokor et le ministre Omeki dans la posture d'une immaturité politique qui puisse les conduire à de tels actes. Ils sont intelligents. Il est vrai que je connais plus Bokor Olivier que le jeune Omeki. Même si pendant longtemps j'ai gardé une certaine forme de contact avec lui. C'est tous des personnes intelligentes. Mais à la date d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire pour permettre au Bénin de mieux se porter? Mais parce qu'on gère mal. C'est ça le problème. C'est parce que nous gérons mal. Je m'excuse de vous le dire. Est-ce que c'est ainsi au niveau de chaque institution où il y a des institutions spécifiques qui sont peut-être gérées avec un peu plus de légèreté? Non, mais disons que nous sommes dans un régime présidentiel. Et de ce point de vue-là, beaucoup de références se font par rapport au président de la République. Mais voilà l'état d'esprit dans lequel il se trouve, lui. Parce qu'on a voulu remettre en cause son pouvoir. Et qui a voulu remettre en cause son pouvoir? C'est pas un quidam. C'est pas un quidam. C'est pas un Benoît Landa. C'est pas un inconnu. Comme dirait l'autre qui passe. Et qui a vu là une possibilité de s'agripper à un pouvoir chancelant. Non. Président, que faut-il faire aujourd'hui pour aider le chef de l'État à réussir non seulement son mandat, mais permettre aussi à notre pays, à tous les concitoyens béninois, de retrouver davantage le sourire? Il faut ramener le souffle dont la démocratie béninoise a besoin.
pour que cette démocratie puisse se développer. Aujourd'hui, la démocratie au Bénin est étouffée. La démocratie au Bénin est confisquée. La démocratie au Bénin est dévoyée. Et ça, je le dis et je le redis encore sur ce plateau. Laissez les libertés libres. Tant que les libertés ne sont pas libérées, c'est des situations comme ça qui vont arriver. Monsieur Adelakoum, que conseillez-vous aujourd'hui aux citoyens pour que notre pays se porte davantage mieux? Je ne sais pas si j'ai quelque chose à conseiller aux citoyens. Vous l'aurez remarqué que depuis 8 ans, les citoyens béninois font le nécessaire. Ils font ce qu'ils doivent faire. Pourquoi vous vous attardez sur 8 ans? 8 ans, c'est le baromètre, c'est le point, en tout cas, c'est le point de départ de la dégradation continue de notre démocratie. Pourquoi vous ne partez pas, par exemple, en 1990, où nous parlions de renouveau démocratique? Nous pouvons faire une analyse en partant de 90. Vous savez, une analyse, il faut la loger dans un temps, dans un espace donné. J'ai précisé 2016, donc on peut le faire si vous voulez, mais j'estime que nous n'avons pas encore le temps. Mais lorsqu'on a fait le choix du renouveau démocratique, on a fait les expériences, on a constaté que sous le président Boni Yayi, la démocratie a été un peu essoufflée et tout. Et sur la base, sur la base d'un diagnostic que la plupart ont partagé à l'époque, on a dit cette fois-ci, on veut redonner souffle à la démocratie. Donc à partir de 2016, on n'est plus censé tomber dans les travers que nous avons vécus. Donc dès 2016, qu'est-ce qu'on a fait? Au lieu de donner souffle à la démocratie, on a essayé de travailler à la conduire rapidement vers le cimetière. Donc, c'est ce que nous sommes en train de constater. Pour cela, les citoyens béninois ont toujours fait ce qu'ils doivent faire. Vous allez constater que lorsque vous agissez et que les institutions qui doivent accompagner ne le font pas, vous allez dire quoi? Lorsque on se permet de retirer certains droits et que vous, en tant que citoyen, vous exercez votre droit que la Constitution vous reconnaît et que l'institution qui doit profiter de votre exercice de droit pour dire très tôt, attention, on ne peut pas retirer tel droit, ne le fait pas. Vous allez faire quoi? Lorsque vous, par exemple, en tant que citoyen, vous envoyez une lettre ouverte à l'endroit de l'Assemblée nationale pour lui dire, nous avons investi 13 milliards de francs CFA dans la rénovation d'un bâtiment administratif et qu'il se fait qu'en face de ce bâtiment, il y a le CNHU qui est le centre de référence, jusqu'avant le chic, que nous avons et qui est en manque de tout. Dites-nous, interrogez le chef de l'État pour qu'il nous dise pourquoi avoir opéré un tel choix alors qu'on aurait pu mettre cet argent dans l'eau, dans l'environnement ou encore dans les questions sanitaires. Et que l'Assemblée nationale n'a pas cru devoir le faire. Qu'est-ce que vous voulez que le citoyen fasse? Lorsque vous avez attiré l'attention de la juridiction constitutionnelle plusieurs fois sur des questions de violation, tant par l'exécutif et bien d'autres personnes, et qu'à aucun moment on l'a fait, qu'est-ce que vous voulez que le citoyen fasse? Lorsque des citoyens ne sont pas d'accord et qu'ils sont rentrés dans les rues, et qu'on s'est permis une première fois depuis le renouveau démocratique d'ouvrir des balles réelles sur des citoyens en plein cœur de Cotonou, qu'est-ce que vous voulez encore que les citoyens fassent? Attendez, j'ai fini. Oui. Lorsque des citoyens ou citoyennes, pour être précis, sont dans leur maison à l'intérieur du pays et qu'une balle de l'armée traverse la maison pour aller achever la pauvre dame, qu'est-ce que vous attendez encore des citoyens? Lorsque des gens perdent leurs parents par des armes, et on dit que c'est une question de paludisme, vous attendez quoi encore des citoyens? C'est là la question. Monsieur Adelakoum, est-ce que vous avez saisi par exemple une institution de la République et vous n'avez pas eu de retour favorable? Je n'aime pas trop parler de ce que nous autres nous faisons. Et vous voyez, le président s'est présenté tout à l'heure. Donc nous autres, on n'a pas de présentation à faire. Vous comprenez, c'est le ciel et la terre. Mais pour le peu que nous essayons de faire, c'est que si vous devez compter les saisines que nous avons eu à faire devant la Cour constitutionnelle, parce que c'est un droit pour tout le monde, et nous invitons les citoyens à davantage le faire, même si la Cour ne nous donne pas raison, continuez à le faire. Peut-être que la lumière peut venir un jour. C'est que si vous comptez, on aura au moins une cinquantaine de requêtes depuis 8 ans, devant la Cour constitutionnelle. Oui, vous n'avez jamais eu de retour? C'était un peu mieux au temps du professeur Olo. Vous voyez, quand vous allez prendre la décision du préfet Toboula, où il a érigé sa ligne rouge, vous allez chercher, et toute modestie gardée, nous avons obtenu gain de cause, et la Cour a cassé à l'époque. Ça voudrait dire que quelque part... Même avec le maire Luc Atropo, nous avons eu à gagner des décisions. Que ce soit dans l'affaire de l'étudiant qui a été tué à Parakou et Loadogo, nous avons eu à gagner des décisions. Ça voudrait nous dire avons que... saisi aussi au moins par 5 fois la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Oui, nous avons aujourd'hui saisi
saisi par 3 fois la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Par exemple, la question du code électoral, par exemple, la suspension de GovTV. Ce sont des questions qui nous intéressent, sur lesquelles nous agissons. Mais quand vous finissez, qui est-ce qui respecte? C'est l'État. L'État est représenté par qui? Le président vous a suffisamment décliné un peu ce que c'est. Donc si l'État décide de ne pas respecter, nous autres, nous n'avons rien. On ne peut que crier, on ne peut que continuer à parler. Et ils vont continuer à tuer ceux qu'ils peuvent tuer, malheureusement. On va clôturer cette émission. On reviendra sans aucun doute sur d'autres numéros, mais votre mot de fin en 30 secondes. En 30 secondes, je voudrais vous remercier pour l'honneur que vous me faites de me mettre, et je ne dirais pas à la même table, mais un peu proche de notre cher Pépé, le président Batoko. C'est un grand honneur pour moi. Et je sais déjà que l'émission va beaucoup circuler avec la présence du président, et donc je voudrais vous remercier suffisamment pour cela. Ce n'est pas tous les jours que nous avons cet honneur-là, et je vais garder cette émission-là particulièrement pour moi. Merci beaucoup, monsieur Adelakoum, pour votre participation également active à cette émission. Président Ousmane Batoko, que conclure en attendant de vous retrouver sur d'autres numéros de l'émission Le Bon Citoyen? En tout cas, merci de nous avoir invités, M. Adelakoum et moi. C'est heureux pour moi d'avoir eu en face un vis-à-vis porteur. Merci, monsieur le président. D'abord en raison de sa jeunesse, mais également en raison de sa vivacité d'esprit. Et également de ce qu'il a tant fait pour l'avenir. Parce que c'est à vous que cet avenir appartient. Merci, monsieur le président. Je voudrais tout simplement dire que je plains mon frère et ami Patrice Talon. Je le plains. Pour ce qui lui arrive là, je le plains. À 1 an et demi de la fin de son mandat. Il a encore le temps, comme dirait l'autre, de ramener les choses rapidement à la normale. Merci beaucoup, monsieur le président Ousmane Batoko. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, ce sera donc pratiquement tout pour votre émission Le Bon Citoyen. N'oubliez surtout pas que votre engagement civique est essentiel pour construire un avenir meilleur. À très bientôt.